La philosophie est-elle à vivre? Alors je vais présenter nos deux invités, Luc Ferry et Frédéric Schifter. Luc Ferry, présentation. Vous avez 55 ans, vous êtes fils d'ouvrier mécanicien. Oui, mon père faisait des voitures de course, voilà. Il était pilote de course aussi. Donc il était dans ce qu'on appelle un peu l'aristocratie ouvrière. Des ouvriers mécaniciens, oui. Alors vous êtes titulaire d'une double agrégation, sciences politiques et philosophie, et à 31 ans, vous avez été un des plus jeunes professeurs d'université de France. Et on vous connaît également pour le fait, parce que vous avez été entre 2002 et 2004 ministre de la Jeunesse, de l'Éducation et de la Recherche du gouvernement Raffarin. Frédéric Schifter, vous avez 50 ans, vous êtes professeur de philosophie à Biarritz, dont vous dites, j'espère qu'on ne vous écoute pas, que c'est la capitale de l'ennui. Oui, bon, alors vous dites membre de la confrérie des cafardeux, comme Platon. La confrérie de la déréliction, oui. Et à Aristote, Kant et Sartre, on dit que vous préférez Montaigne, Gainsbourg et Houellebecq. Est-ce que c'est... Oui, si vous voulez, tout ça est un peu un raccourci, mais pas faux non plus. Alors, vos ouvrages. Luc Ferry, Apprendre à vivre, traité de philosophie à l'usage des jeunes générations. Alors, effectivement, ce livre est un texte qui s'adresse un peu, c'est comme la philosophie racontée aux enfants et à leurs parents, un traité dont vous voulez qu'il aille à l'essentiel sans être superficiel. Quand j'ai lu votre livre, j'ai le sentiment que c'est un livre qui répond toujours à la même question, celle du salut à travers différentes époques. Frédéric Schifter, votre ouvrage, donc le philosophe sans qualité, qui est paru aux éditions Flammarion, est un ouvrage qui est, on va dire, une autobiographie philosophique. Vous commencez d'ailleurs par vous situer comme orphelin et vous semblez considérer que c'est le point essentiel et qui explique quasiment tout par la suite. Oui, c'est exact. Et dans votre ouvrage, il y a beaucoup d'humour et un certain goût de la formule et une vision assez désespérée de la vie. Vous direz ce qu'il en est. On a l'impression, quand on a lu votre livre, que la philosophie ne vaut rien, mais que rien ne vaut la philosophie. Alors, première question, toute bête, pour vous, la définition de la philosophie. Moi, je suis très frappé par une chose, même en vieillissant, c'est que chez les premiers philosophes, chez les Grecs, on a cette idée qu'on peut bien vivre, on peut vraiment être, c'est pas être heureux, mais bien vivre, c'est un peu autre chose qu'être heureux, que si on a réussi à vaincre ses peurs. Et on peut avoir des peurs qui sont, je dirais tout bêtement, d'origine sociale, quand on est intimidé devant quelqu'un. On peut avoir des peurs peut-être d'origine plus psychologique, comme les phobies, on peut avoir peur du noir quand on est petit. Et puis il y a une peur fondamentale à mes yeux, qui est la matrice de toutes les autres, qui est évidemment la peur de la mort. Mais pas forcément la peur de la sienne. Souvent, on est plus préoccupé par la mort des autres. D'ailleurs, la première phrase de votre livre, c'est la mort de votre père. Première phrase, la première page du livre, ce qui me paraît aussi d'ailleurs très significatif. Et donc, j'ai été très frappé en lisant les premiers philosophes de voir que leur question fondamentale, au fond, c'est la question de Montaigne. Philosopher, c'est apprendre à mourir, non pas du tout par délectation morose ou par passion de questions morbides, mais parce qu'on ne peut parvenir à bien vivre que si on a réussi à surmonter cette peur. Et donc, ce que je donne comme définition de la philosophie, très simplement, c'est une doctrine du salut, je pense, comme les religions, sauf que les religions, elles nous promettent qu'on va être sauvé de cette peur de la mort ou de la mort elle-même grâce à un autre, par un autre, qui est Dieu, avec un grand D, alors que la philosophie, elle a cette espèce d'orgueil fou, cette espèce d'arrogance initiale que d'ailleurs tous les grands penseurs religieux, chrétiens notamment, vont lui reprocher. Saint Augustin, Pascal détestent ça chez les philosophes, cette espèce d'arrogance qui consiste à dire on va vaincre la peur par soi-même, c'est-à-dire par l'exercice de sa propre raison. C'est bien ça qui m'ennuie un peu avec la philosophie, c'est justement cette prétention. C'est-à-dire que, oui, il y a deux formes de pensée concurrentes, rivales, comme vous l'avez dit. Il y a la religion qui propose un salut qui viendrait de l'extérieur, qui serait un salut venant de la transcendance, et il y aurait un salut immanent qui viendrait de soi-même. Comme si nous étions les mieux placés, nous les pauvres mortels, pour nous préserver de cette peur fondamentale qui est celle de la mort. Et ce qui mérite un peu dans certains systèmes philosophiques, c'est qu'ils tentent de rivaliser avec la religion. Et finalement, il me semble qu'il y aurait peut-être plus de profit pour les gens à s'en remettre, en effet, à des églises ou à des sectes. Ils trouveraient davantage leur profit pour se consoler de l'idée qu'ils vont mourir ou de la frayeur qu'ils vont mourir
mourir, plutôt que de s'en remettre aux philosophes qui, Provocation, ça, Luc Ferry sont bien compliqués pour ça. Ce qui m'intéresse justement moi dans la philosophie, c'est de voir à quel point cette forme de pensée qui se veut décalée par rapport à l'opinion courante, qui veut prendre à contre-pied même les croyances, les superstitions, les préjugés ou alors les peurs populaires dont vous parliez, et d'une façon générale qui se veut une pensée lucide. Ce qui m'amuse, c'est de voir à quel point la philosophie reconduit en son sein de grandes illusions, qui feraient de nous des gens souverains de notre destin, de notre vie, etc. Alors que, comme disait Fitzgerald, la vie est un processus de démolition. Encore un optimiste. Et de hasard. Et de hasard. Adieu les beaux projets, si vous voulez. Alors, si vous prenez les grands démolisseurs d'illusions, par exemple, prenons Nietzsche, il y a quand même une idée qui va reprendre aussi bien aux épicuriens qu'aux stoïciens, à Spinoza, qui va traverser toute l'histoire de la philosophie. C'est qu'il y a deux mots qui pèsent sur l'existence humaine, il y a deux fatalité qui nous empêche de vivre, c'est le poids du passé, c'est-à-dire qu'on vit dans la nostalgie du passé, des paradis perdus. Quand le passé a été magnifique, quand l'enfance a été merveilleuse, alors on regrette son enfance perdue. Quand elle a été atroce, elle nous poursuit toute la vie, on va chez le psychanalyste pour expliquer qu'on est malheureux et tout. Et ensuite, il y a une autre fatalité, une autre catastrophe qui pèse sur nous, c'est l'espérance d'un avenir meilleur et l'idée que dans le futur, ça va aller mieux. Et nous passons notre vie entière à imaginer que, d'abord être dans le projet, ce qui est idiot, à mon avis en tout cas, et à imaginer qu'en achetant une voiture, une maison, en changeant de métier ou de femme ou de mari, on va être plus heureux. Bon, ces deux mots qui nous culpabilisent sans arrêt nous empêchent de vivre le présent, qui est au fond la seule chose qui vaille et la seule chose qui existe vraiment. Un mot sur l'idée que l'on pourrait vaincre d'un côté la nostalgie et de l'autre côté l'espoir. On espère pouvoir se débarrasser de l'espoir, on espère pouvoir se débarrasser de la crainte, mais justement, et on finit peut-être par prendre son désir pour la réalité et donc reconduire une illusion, là même on croit la détruire. Cette philosophie qui nous propose à agir, n'est-ce pas, qui nous propose d'agir dans le sens d'un oubli du passé comme du futur, à mon avis c'est une philosophie encore de l'espérance. C'est une philosophie... Aucune emprise possible ? Aucune emprise possible, je ne crois pas. La philosophie, même chez Spinoza, même chez Nietzsche, même chez Épicure, même chez les plus grands pourfendeurs de l'illusion, même chez ceux qui ont vraiment bu le vin jusqu'à la lie, ceux qui ont vraiment compris ce que ça voulait dire que Dieu était mort. Ce que je voulais pointer, c'est le fait que même ces philosophies-là, elles sont même les plus déconstructrices. Elles sont quand même des doctrines du salut. Ce qu'il y a de génial dans la philosophie, c'est que même si on se dit, bien, on ne faut pas se dire, je vais lire la philosophie pour après être heureux et poli. Bon, c'est pas comme ça. Mais ce que quiconque lira les très grands philosophes, il trouvera quand même, c'est au moins l'explicitation avec lui-même de tout ce qu'il pense de plus profond. Ça, c'est autre chose, l'explicitation. Mais c'est déjà, ça c'est une forme de Libération. libération. Vous êtes d'accord là-dessus, sur ce plan ? C'est pour moi peut-être la libération maximum. Non, mais là, la philosophie ne nous apprend pas à vivre. Là, elle nous apprend à lire. On a des éclaireurs, on a des gens qui nous permettent d'accéder à ce qui est, me semble-t-il, le trésor de la philosophie. À ce niveau-là, simplement, c'est la lucidité. Mais quand elle éclaire l'homme, quand elle essaye d'éclairer l'homme et quand elle essaye de montrer justement où vont se nicher toutes ces illusions. Et je pense que cette lucidité, d'abord, n'est pas hors de la vie. C'est lire, ça n'est pas hors de la vie. C'est pas de l'action, mais c'est pas hors de la vie, ou c'est une autre forme d'action. Et ensuite, je crois que ces grandes visions du monde philosophique ou ces grandes constructions philosophiques, peu importe comment on les appelle, elles éclairent un certain nombre de partis pris, parce qu'en gros, nous sommes dans des partis pris. On peut, vous savez, il y a des gens qui sont toujours dans la nostalgie ou toujours dans l'espérance, d'autres qui sont dans la légèreté, dans l'insouciance. Vous avez des partis pris. C'est vraiment le génie à l'état pur. Je n'ai que des partis pris. Je n'ai que des partis pris et j'ai même pas envie de justifier. Vous noterez quand même que depuis au moins une bonne décennie en France, les livres de philosophie qui se vendent le mieux, ce sont des philosophies qui nous invitent à des formes de vie. Je vais être trivial, vous voulez dire que la philosophie est passée au rayon du bien-être ?
Oui, je crois que la philosophie propose des recettes d'existence, des recettes de bonheur, des recettes de... Alors du coup, on ne sait plus très bien où elle se situe, dans la psychologie, dans la recette de... Bon, alors... Est-ce qu'elle en est là, la philosophie, à votre avis ? Moi, je verrais dans la philosophie plutôt, une interprétation laïque, au fond non religieuse, on va parler simplement, de la religion grecque. C'est-à-dire que dans la religion grecque, vous avez des entités, je sais pas, Ouranos, le ciel, Gaïa, la terre, vous avez toute une série de dieux qui représentent des éléments. Et puis, au bout d'un moment, Zeus, le chef des dieux, si je puis dire, après la guerre contre les titans qu'il a gagné, il finit par faire un partage, et puis il met chaque chose à sa place. C'est comme ça que l'idée de cosmos apparaît. L'idée justement que tout est ordonné parce qu'après cette espèce de chaos qui a été la guerre entre les dieux et titans, eh bien Zeus a réussi à mettre chacun à sa place et au fond ce qu'il propose aux hommes, c'est de s'accorder à cet ordre du monde bien supérieur à eux et dans lequel il les invite à entrer. Donc moi je vois plutôt dans la naissance de la philosophie quelque chose d'assez joyeux qui est une sécularisation de la religion grecque. Il y a des philosophes qui, obsédés par la cohérence ou la cohésion de leur système, oublient peut-être le travail d'écrivain. Alors il faut que ça colle, il faut que ça rentre, il faut que le puzzle, toutes les pièces du puzzle soient véritablement agencées de telle sorte que ça donne une image effectivement de cohérence absolue. Et alors là, c'est le philosophe se prend pour Dieu, il surplombe le monde et après il dit voilà, moi le monde il est comme ça et je vous le donne. Voilà. Et puis il y a le penseur qui est plutôt dans le fragment, qui lui prend des pièces du chaos sans essayer du puzzle, sans essayer d'en faire un justement. Et je m'en tiendrai à cette formule de Suran que je trouve excellente, elle est très vache, mais enfin elle est excellente. Il dit les philosophes écrivent pour les professeurs et les penseurs pour les écrivains. Voilà, et je trouve que là c'est imparable. Alors, au terme de ce débat, je vais vous demander une phrase. Ça va être un exercice extrêmement difficile, j'en ai bien conscience. Pour revenir sur notre thème, la philosophie est-elle à vivre ? Luc Ferry ? Pardon, je ne veux pas être lacanien, mais c'est aide-t-elle à vivre ou est-elle à vivre ? Je dirais les deux. Est-elle à vivre ? Oui, bien sûr. À mon avis, c'est même la seule chose qu'on doit en faire, c'est de la vivre. Et du coup, si on la prend comme ça, oui, elle aide à vivre, non pas au sens où ce serait une béquille ou une thérapeutique, mais au sens où elle élargit la vue, la lucidité, et que je crois que, un peu pour le coup, comme dans la psychanalyse, la lucidité est quand même toujours préférable à l'illusion. Moi, je dirais qu'on n'a pas le temps d'apprendre à vivre. Donc, de ce point de vue-là, elle est vaine. Mais en revanche, la philosophie est un honnête divertissement, comme disait Montaigne. Bien, en tout cas, j'espère que, comme vous l'avez dit tout à l'heure pour votre rencontre, que ce soir pour vous, ça aura été une rencontre. Pour nous, ça en a été une. Et je rappelle vos deux livres, Luc Ferry, Apprendre à vivre, et Frédéric Schifter, Le philosophe sans qualité chez Flammarion, Apprendre à vivre, était chez Plomb. Voilà, messieurs, j'espère que de cette rencontre, ceux qui nous écoutent vont avoir envie un peu de parfois retourner à la philosophie, ce qui était mon cas, et je l'ai fait avec beaucoup de plaisir dans vos deux ouvrages. Tant mieux. Merci à vous, en tout cas. Merci beaucoup.